Do you remember the occasion when you first felt consciousness of your own individual self? That was in my 11th year. There I suddenly, on my way to school, I stepped out of a mist. It was just as if I had been in a mist, walking in a mist, and I stepped out of it and I knew I am. I am what I am. And then I thought, but what have I been before? And then I found that I had been in a mist, not knowing to differentiate myself from things. I was just one thing among many things. L'éveil spirituel, l'illumination, le remote viewing ou encore l'intuition, qu'elle soit fulgurante ou non, ne sont ni des dons mystiques, ni des niveaux supérieurs à la manière d'un jeu vidéo spirituel. Ce sont des changements de régime cognitif, des transitions de phase. Dans cet épisode, nous déconstruirons le mythe de l'ascension pour explorer une réalité plus technique, plus proche de l'horizontalité, celle d'une conscience qui se désynchronise du programme social pour accéder à un ordre d'information implicite. Ici, pas de promesse de bonheur ou de puissance égotique, simplement une grille de lecture pour comprendre pourquoi ces états de haute lucidité s'accompagnent souvent d'une friction sociale intense. Et j'entends par là une ostracisation presque mécanique. Enfin, on se posera la question de la stabilité d'un tel régime en société sans verser dans l'inflation de l'ego. Cet épisode va donc être peut-être un peu froid pour certains d'entre vous, puisque je vais traiter la conscience comme un phénomène d'ingénierie interne, ou comme un système cognitif d'échange d'informations. Je préfère faire ce choix pour ne pas vous donner d'illusions, chose que beaucoup trop de chaînes à mon goût font, à des fins généralement purement mercantiles. Donc on va parler bande passante, prédiction, intuition, déduction, et on parlera aussi du coup cognitif, mental, inconscient ou conscient. Et ça, peu l'aborde. Commençons par circonscrire le champ de la conscience. Pour commencer, il s'agit de comprendre pourquoi, depuis des siècles, tout le monde se dispute sur la conscience. Et pour ça, il y a une image implacable. C'est la fameuse chambre en noir et blanc de Mary, qui est une expérience de pensée qui a été proposée par le philosophe John Searle. J'en ai déjà parlé dans un précédent épisode, donc je vais faire une version synthétique. Mary est une neuroscientifique brillante. Elle connaît tout sur le rouge. La longueur d'onde, les cônes, les circuits, les corrélats neuronaux, etc., etc. Elle peut réciter tout ce qu'elle connaît sur la couleur rouge comme un manuel ou une intelligence artificielle. Mais il y a une contrainte, à savoir qu'elle vit dans une chambre en noir et blanc et qu'elle n'a jamais fait l'expérience du rouge, elle n'a jamais vu cette couleur. Et puis un jour, elle sort et on lui met une pomme dans la main. Et elle voit pour la première fois le rouge, ou plutôt elle en fait l'expérience. Elle découvre en fait l'effet phénoménologique du rouge. Au lieu de le circonscrire, elle le pénètre et en fait l'expérience. Et c'est exactement le problème de l'humanité à ce jour, quand on essaye de décrire la conscience comme un objet extérieur à nous, alors que la conscience n'est pas un objet, c'est un mode de présence, d'interaction, ce qu'on pourrait appeler un régime de traitement. À ce stade, il faut déjà tuer une idée reçue, l'idée de l'échelle ou de l'escalier. Selon le modèle populaire, on pense qu'au niveau 1, nous avons une conscience endormie. Au niveau 2, on pense un peu mieux. Au niveau 3, on est éventuellement un peu plus éveillé. Et le niveau 100 nous apporte carrément l'illumination, la lévitation ou la bilocation. Bien sûr, ça flatte l'ego, ça organise des discussions, ou plutôt des illusions
bien convenu, mais structurellement, c'est évidemment trompeur. Parce que l'évolution de la conscience ne se résume pas à un axe vertical transcendant. Elle ressemble plutôt à un changement de régime et à une croissance en croix. Un croisement entre deux axes, vertical et horizontal, que je vais développer. Tout d'abord, voyez cette histoire de régime comme un moteur hybride. Quand vous passez de l'essence à l'électrique, vous ne montez pas en grade ou en degré. Vous passez simplement d'un mode de propulsion à un autre. Et votre cerveau, votre hardware, qui supporte votre esprit, fait pareil. Il peut fonctionner en compression maximale pour survivre socialement, respecter les règles. C'est ce qu'on appelle la compliance. Ou ouvrir, à l'inverse, un format plus brut, plus riche, mais aussi plus coûteux socialement. Voyez cette croix que j'évoquais plus haut comme un processus graduel, mais sur deux axes. Et en pratique, ces deux axes sont synchrones. L'axe vertical, l'axe de la transcendance, entre guillemets, représente les vertus, les principes, les valeurs, l'effort, et en bout de course, la sagesse. Ne voyez pas ici un rang spirituel, mais plutôt un horizon à atteindre. Une capacité à ne pas se mentir, à ne pas mentir aux autres, bien entendu, à ne pas tricher avec le réel, et ne pas s'arranger avec la vérité. En fait, il s'agit de rester cohérent, même quand ça chauffe dur. L'axe horizontal, lui, concerne l'élargissement de la bande passante de traitement cognitif. Cette bande passante est intuitive et déductive. On a donc plus de signal, plus de nuances, plus de superpositions possibles quant à la nature de la réalité. C'est ici le cœur du sujet. Quand la bande passante s'élargit sans axe vertical, ça produit une sorte d'inflation, voire du délire interprétatif, et, en bout de course, un ego spirituel démesuré. A l'inverse, quand l'axe vertical progresse sans la bande passante adéquate, ça produit rigidité, une morale sèche et décorrélée du tissu social dans lequel on s'inscrit. C'est en fait une lucidité qui n'ose plus regarder le réel. Cette évolution en croix, c'est l'art d'augmenter la résolution, comme la résolution d'un écran, sans perdre sa boussole intérieure. Nous ne vivons pas de notre intelligence, nous vivons toujours à l'extérieur de soi, toujours à l'extérieur de nous-mêmes. Donc imaginez-vous comment l'homme peut-il en arriver à avoir une idée de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passera dans le monde. Si l'homme n'est pas capable de reconnaître sa propre source, la source de sa propre intelligence, s'il n'est pas capable de savoir d'où ça vient sa pensée. Maintenant, on va poser le matériel de base. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau en régime standard n'est pas une machine à vérité. C'est une machine à survie, et surtout à survie sociale. Son job n'est pas de voir le réel tel qu'il est, son job c'est de le rendre vivable. Il compresse donc l'information, un peu à la manière d'un MP3. Pour faire tenir une symphonie dans quelques mégaoctets, l'algorithme enlève nécessairement ce que l'oreille moyenne n'est pas censée entendre. Il garde la mélodie, il garde le rythme, mais il jette la texture, la plupart du temps. Dans votre tête, ce MP3 social a un nom scientifique, le DMN, à savoir le réseau du mode par défaut. C'est le narrateur tout simplement. Moi, mon histoire, mon image, mes habitudes, mes valeurs, mes rancunes, etc. Et là, attention, ce réseau par défaut n'est pas un ennemi, il est juste un algorithme d'alignement au réel. Celui qui vous permet d'être prévisible, lisible, et donc assimilable pour et dans un groupe. Par contre, quand une intuition fulgurante arrive, quand une séance de remote viewing fonctionne, ou quand un état modifié de conscience ouvre quelque chose en vous comme une porte, alors là il se passe effectivement une forme d'illumination, d'épiphanie, mais pas comme une magie qui descend du ciel. C'est quelque chose de beaucoup plus froid, c'est simplement que la compression baisse. Pour prendre une correspondance, une métaphore, vous passez du MP3
au fichier RAW, le fichier brut. Et d'un coup, l'information n'est plus optimisée pour votre personnage. Elle remonte brute, parfois bizarre, contradictoire, mais chargée d'informations. Et c'est là qu'il faut casser deux réflexes. Le premier, c'est le réflexe mystique. Croire que cela vient d'un plan supérieur réservé à certains élus. Comme toujours, c'est séduisant, littéralement invérifiable, et souvent narcissique, de façon plus ou moins voilée. Et le deuxième écueil, c'est le réflexe réductionniste. À savoir, oui, c'est juste du bruit neuronal. Ce qui est à la fois rassurant et paresseux. Ce que je vous propose ici, c'est une troisième voie, plus systémique. On ne parle donc pas d'un niveau, on parle, comme je l'ai dit plus haut, d'un régime cognitif. Un mode de fonctionnement qui tolère l'ambiguïté plus longtemps, qui sait maintenir plusieurs hypothèses en parallèle sans s'effondrer tout de suite. Pour visualiser ce que j'essaye de vous transmettre, imaginez plutôt une série de poupées russes qui représentent plusieurs centres de calcul imbriqués et semi-autonomes. En mode standard, tout ça se synchronise sur une seule piste, la piste narrative, votre histoire personnelle. C'est stable, robuste et permet d'agir en société sans problème. Par contre, dès qu'on passe en régime métacognitif, ça se décale. Une partie traite le spatial, une autre le temporel, une autre l'émotionnel, etc. Et finalement, c'est dans l'émergence du préverbal qu'apparaissent des corrélations. Pas dans une poupée unique, mais quand elles sont toutes synchronisées entre elles, ou quand tous les processeurs sont synchrones. Et c'est exactement ce qu'on observe dans le remote viewing quand ça fonctionne. Le signal utile n'est plus filtré, c'est un film haute définition qui passe dans votre tête. Ce film haute définition n'utilise pas de mots, pas de sémantique, c'est du non-verbal. C'est un paquet d'invariants structurels, des formes, des densités, des sensations, des topologies, et aucun storytelling. Et comme je l'ai évoqué, David Bohm, un physicien, a un concept qui aide à s'y retrouver ici, c'est l'ordre implicite. L'idée est relativement simple, l'information n'est pas ailleurs, elle est repliée dans la structure même du réel. Et notre perception habituelle n'en déplie qu'une partie. Et il y a bien entendu un piège, c'est que dès que vous essayez de nommer le signal trop vite, vous le détruisez. Car le langage compresse, le langage fige. Et le langage active les gros réseaux sémantiques dominants dans votre cerveau, écrasant par la même occasion le microsignal préverbal. Le moment où le cerveau dit, par exemple, dans une séance, « Ah, je sais, c'est la Tour Eiffel ». À partir de là, considérez que c'est foutu. Puisque, je le répète, l'intuition est toujours préverbale ou non-verbale. En règle définitive, le défi n'est pas d'avoir accès à ce signal. Le défi, c'est de ne pas le massacrer en voulant le posséder et le verbaliser. Et c'est pour ça que, dans la suite de l'épisode, on parlera notamment du coût cognitif à accéder à cette strate de conscience que j'appellerai de pure énergie. Mais on parlera aussi de stabilité, de maturité, qui permettent d'accéder à cette haute résolution sans se détruire soi-même. Parce que, effectivement, ce régime-là est très puissant, mais il est instable. Et sans axe vertical, il devient toxique très très vite. Rien n'était vrai. Toi, tu étais vrai. Je vais lui parler.
Truman. Tu peux parler. Je t'entends. Qui êtes-vous? Je suis le créateur d'une émission de télévision qui donne de l'espoir, de la joie et de l'inspiration à des millions d'hommes et de femmes. Et moi? Tu es le héros. Alors rien n'était vrai. Toi, tu étais vrai. Et c'est pour ça que tu étais si bien. Écoute-moi, Truman. Il n'y a pas plus de vérité à l'extérieur qu'à l'intérieur du monde que j'ai créé pour toi. Même mensonge. Maintenant, une question évidente se pose. Si ce régime singulier est possible, pourquoi n'est-il pas plus répandu? Pourquoi la plupart des gens restent-ils ou choisissent-ils de rester dans le régime standard? La réponse n'est pas morale, elle est thermodynamique. En effet, un système collectif, une famille, un groupe, une société, fonctionne comme un système dissipatif. Ce système cherche à maintenir sa stabilité d'ensemble en absorbant les fluctuations, le chaos et en réduisant l'entropie locale. C'est donc bien mécanique et pas intentionnel. Quand quelqu'un fonctionne dans un régime différent, quand il tolère l'ambiguïté là où les autres tranchent, quand il maintient des possibles là où les autres ne peuvent le concevoir, il se désynchronise du groupe. Il introduit une asymétrie et génère du chaos, de l'entropie. C'est alors que le groupe réagit. Et la plupart du temps, pas par méchanceté, mais plus par réflexe de survie, de cohésion du groupe. Il y a une image que j'aime bien pour illustrer cet état de fait. C'est un exemple de paléontologie, celle d'une guenon qui découvre et apprend à manier un outil pour ouvrir des noix de coco. Imaginez alors ce groupe de singes, où l'un d'eux, par accident, curiosité ou je ne sais quoi, découvre qu'on peut utiliser une pierre pour ouvrir des noix. Eh bien, c'est une innovation, une avancée technologique. Mais les autres singes, dans cet exemple, ne comprennent pas. En tout cas, ils ne peuvent pas encore comprendre à ce stade. Et cette incompréhension génère de l'instabilité au sein du groupe, car la guenon agit de façon imprévisible aux yeux du groupe. Elle ne répond plus aux patterns habituels. Et c'est alors que les autres singes deviennent maltraitants avec elle. Et elle est donc contrainte à l'exil. Non pas parce que le groupe est contre l'innovation, mais parce que le système que représente ce groupe cherche à revenir dans sa zone de confort, à minimiser la surprise, l'inconnu non intégrable. Un peu à la manière de la métaphore du prisonnier de la caverne de Platon, qui a le courage de sortir de cette caverne et de revenir pour avertir ses congénères, qui vivent dans l'illusion. Vous connaissez la suite? Sinon, spoiler, ça se termine. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe avec les régimes singuliers de conscience. Ils ne sont pas rejetés parce qu'ils sont faux ou dangereux, en tout cas la plupart du temps. Ils sont rejetés parce qu'ils perturbent l'économie collective locale. Et parfois, on arrive à un piège, le piège de l'ego spirituel. Quand on expérimente ce régime singulier, quand on a accès à des informations que les autres n'ont pas, quand on tolère des ambiguïtés que les autres ne supportent pas, il est tentant de se dire « je suis différent, je suis spécial, je vois ce que les autres ne voient pas ». Et c'est vrai d'une certaine façon. Mais c'est aussi potentiellement le début de la chute, si ce n'est pas bien cadré sur l'axe vertical que j'évoquais plus haut. D'où la nécessité d'une grande humilité. Parce que singularité ne veut pas dire unicité. Un trou noir, par exemple, est une singularité. Un point où les équations usuelles cessent de fonctionner. Or, il existe d'innombrables trous noirs dans l'univers. Et donc, être une singularité, ce n'est pas être l'élu.
c'est être un point de rupture local, une disruption dans un système plus vaste. Et ce que je veux dire par là, c'est que cette singularité n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Elle doit être viable, métatestable, ou alors, à l'inverse, elle est autodestructrice. Et c'est précisément ce que décrit Nietzsche dans ce passage. En clair, le seul critère valable, il est dur, c'est celui-ci. Un régime singulier et stable s'il permet une augmentation locale de complexité, de compréhension et donc de connaissance, sans provoquer une instabilité globale non dissipable. Autrement dit, cette métacognition, puisque c'est de ça qu'on parle, doit amener à plus de liberté, sans perte d'ancrage, plus de parallélisme, sans perte d'action, plus d'ouverture, sans dissolution de toute responsabilité. C'est un équilibre précaire, jamais totalement acquis, et il n'y a pas de garantie de succès. Maintenant que nous avons posé le diagnostic, qu'est-ce que l'on fait avec tout ça ? J'avoue, il n'y a pas de recette, pas de méthode en cette étape, et encore moins de promesse d'illumination définitive. Ce que je peux dire, c'est ceci. L'individuation, au sens jungien, et son corollaire, la métacognition, systémique, n'est pas un état final à atteindre, mais bel et bien un processus qui potentiellement ne s'arrête jamais. En clair, ce n'est pas un sommet qu'on gravit et sur lequel on campe ensuite. C'est davantage le maintien d'un régime potentiellement très puissant, quoique instable, mais viable, pour le peu qu'on puisse maintenir cet équilibre dynamique. En clair, une négociation permanente entre un champ de conscience qui cherche à s'élargir et les contraintes du hardware biologique, du contexte social et du langage qui fige l'information préverbale. Mais je veux ajouter une précision importante, parce que sinon on rate un point crucial. Si ce chemin mérite d'être pris, malgré son coût, ce n'est pas parce qu'il rend spécial, c'est parce qu'il rend plus vrai, plus authentique, avec soi-même et avec les autres, et tant d'un point de vue du microcosme que du macrocosme. Potentiellement, il permet d'atteindre des vérités opératoires et des modèles plus fidèles sur le monde qui peuvent, dans certaines conditions, permettre d'apporter sa propre pierre à l'édifice de l'humanité. En définitive, la métacognition, comme collatérale de l'individuation, est peut-être la seule voie qui permet d'attaquer frontalement le cœur du problème de la conscience, tout en évitant l'auto-illusion, les superstitions ou encore les autosuggestions. Ce n'est donc pas un gain de confort, c'est un gain de cohérence interne, conscient et inconscient, parfois à l'origine de bénéfices inattendus. En tout cas, la métaconscience n'est pas un acquis, c'est une pratique continue, un exercice absolument difficile et beaucoup y échouent, comme l'indiquait déjà le Christ il y a 2000 ans avec sa parabole du chemin de la perdition. Au final, c'est peut-être la définition la plus sobre de la maturité spirituelle, afin de se rapprocher de la vérité, quand bien même elle ne ressemble pas à ce que nous avions imaginé. Je voudrais terminer sur une question que je n'ai pas résolue et que je ne suis pas sûr de pouvoir résoudre. Car si le langage détruit l'information préverbale, comment transmettre ce flux d'énergie, ce flux d'informations sans le figer? Comment en parler sans le trahir? Ce podcast lui-même est peut-être un paradoxe. J'utilise des mots pour décrire quelque chose qui existe avant les mots. Je structure pour parler de ce qui existe, de ce qui résiste à la structure.
Et peut-être que c'est inévitable, peut-être que toute transmission est une trahison, au moins partielle. Et au final, la vraie question, celle qui me travaille, c'est bien celle-ci. Qu'est-ce qui empêche ce type de méta-intégration cognitive de devenir stable, transmissible et éventuellement apporter un avantage évolutif potentiel qui pourrait contribuer à faire progresser l'humanité? Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la poster en commentaire. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Ceci est notre structure. Une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut. Vêtements ou équipements, armes à feu, simulateur d'entraînement.